Merci Catherine et merci Philippe et Florent. Je propose qu'on engage les discussions. Est-ce que déjà vous avez envie de réagir les uns sur les interventions des autres pour commencer? Oui, je voudrais juste dire un petit mot pour rappeler que là on parle de personnes qui viennent consulter dans un centre mémoire. Ce ne sont pas des gens qu'on va chercher dans la rue. Et c'est déjà quand même un énorme biais, c'est-à-dire qu'on ne peut pas complètement inférer ce que nous pensons tout un chacun, ou presque tout un chacun. Il y a peut-être des gens qui sont inquiets pour des raisons personnelles, mais en tout cas, c'est pas du tout quelque chose de... enfin, on n'est pas en train de faire une prédiction sur quelque chose d'improbable et que les gens ne connaissent pas. Ceux qui viennent nous voir, ils ont, comme vous l'avez dit, soit l'impression d'être malades, et à ce moment-là, c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est pas vrai, on peut les rassurer. Il n'y a pas de symptômes. Voilà, ça n'est pas une maladie d'Alzheimer. En tout cas, on n'est pas des voyants, on n'est pas on peut pas prédire l'avenir. On ne sait pas ce qui se passera plus tard. Mais si il n'y a aucun symptôme évocateur de la maladie, on peut quand même rassurer les gens. Ou bien ils ont des symptômes, et à ce moment-là, de leur dire, quand ils viennent chercher un diagnostic, on a toujours, la plupart du temps, le sentiment d'un soulagement à l'idée de oui, j'avais raison, c'est bien ça. Sinon, on ne vient pas consulter. Alors, il y a énormément de gens qui ne viennent pas consulter. Alors moi, j'avais compris, mais je ne suis pas du tout spécialiste, que idéalement, ce qui serait souhaitable pour pouvoir vraiment travailler sur des essais préventifs maladie Alzheimer, ce serait d'avoir des gens complètement asymptomatiques. Non. Alors, à mon avis, on n'en est pas là. C'est pas la vaccination obligatoire, quoi. On est non, pas mais du tout là. Dans les études, justement, d'arriver à trouver des gens. C'est pour ça que les essais sur des personnes qui ont ApoE4 ou des marqueurs, il faut qu'ils viennent de cette manière-là, ils sont intéressants parce qu'on pourrait les prendre à un moment où là, ils n'ont vraiment absolument aucun symptôme. On pourrait les prendre même à 10 ou à 15 ans et voir comment est-ce qu'ils évoluent. Ça, ce serait super scientifiquement. C'est ce que j'ai compris de la littérature. Vous avez raison, mais en même temps, c'est une démarche active que d'aller chercher les informations. L'information doit être dans le grand public. Ça, tout le monde devrait être au courant c'est vrai pour tout, de savoir qu'il existe des dentistes, même si on n'a pas mal aux dents, c'est quand même bien de savoir qu'il y a des dentistes et qu'on peut se faire soigner les dents. Je dis, mais en revanche, on n'a pas tout le monde ne va pas, une fois l'information connue, qu'il est possible d'intervenir éventuellement pour empêcher, si on est à risque, la maladie, c'est quelque chose qui est du domaine du volontariat. Et on a forcément un énorme biais. Si je peux, là, je pense qu'il y a une confusion dans le débat. C'est-à-dire que même si on sait, par exemple, vous avez pris l'exemple de l'ApoE4, c'est très bien, que l'ApoE4 augmente le risque de maladie, etc., il est absolument inutile pour les gens de faire un test d'ApoE4 aujourd'hui. Voilà, ça c'est mon avis, je le maintiens, et j'ai bossé là-dessus, parmi ceux qui l'ont trouvé. Voilà, ça ne sert à rien. C'est différent de la situation où on se demande si les traitements, on cherche à comprendre pourquoi les traitements qu'on a essayés, qui étaient sur des bonnes bases, sont négatifs. Donc la question c'est, essayons de comprendre pourquoi ils sont négatifs. Est-ce si on n'a rien compris à la maladie, c'est pas ça, il faut qu'on passe à autre chose, d'autres hypothèses, ou est-ce que c'est parce qu'il y a quelque chose qu'on a raté? Donc la notion qui sort le plus on a raté, c'est que on arrive trop tard. Donc à ce moment-là, l'objectif c'est de démontrer que le médicament est quand même actif et que l'hypothèse n'est pas forcément mauvaise, qui nous ferait gagner beaucoup de temps dans la prise en charge. Ça a une implication, c'est qu'avec tout ce qu'on a dit, c'est pas facile de le faire dans la population générale, qui serait le cas idéal. Donc on le fait avec ce qu'on a, parce qu'on est pragmatique, on est médecin, et donc ce qu'on a, ce sont des patients qui viennent dans alors en France c'est des consultations mémoire, et qu'on cherche à essayer de comprendre l'histoire de la maladie à partir de ces consultations mémoire, parce qu'elle est forcément hétérogène, parce qu'ils viennent tous pour des bonnes ou des mauvaises raisons, parce qu'ils viennent tous à des stades différents, parce qu'ils y viennent seuls, parce qu'ils viennent de leur famille, etc. Donc on essaie un peu de comprendre comment, d'une part, il y a une étude qui permet de voir l'histoire naturelle de la maladie, parce qu'au moment où on va avoir la réponse, il faudra savoir exactement où les gens sont de leur maladie pour savoir quel est l'intérêt. Et puis, donc on n'est vraiment pas dans la situation. En revanche, la situation que vous évoquez va se poser après. Supposons que tout ça marche. Ce qui n'est pas garanti. Supposons que tout ça marche
Supposons que ça marche, mais ça a peut-être marché que chez les gens chez qui on l'aura testé. Parce qu'aujourd'hui, les 2 grandes études qui sont là-dessus, je ne vais pas dévoiler ce que va dire David tout à l'heure, oui, David Wallon, c'est quand même des populations qui sont très particulières. On va vérifier une hypothèse physiopathologique, on ne va pas vérifier que ça va marcher dans tous les patients atteints de maladie d'Alzheimer. Donc on va avoir des gens qui vont dire « Ouais, c'est formidable, on a trouvé le traitement pour la maladie d'Alzheimer. » D'accord ? D'un autre côté, nous, on va dire, allez, on se calme, là, c'est la presse, alors quoique, on est responsable des messages qu'on passe, hein, bon. Voilà, alors les gens vont dire, ça y est, il y a un traitement, donc moi, j'ai plus de problème, je vais aller me faire mon ApoE4, d'accord ? Puis il va se faire son ApoE4, il va venir voir Florence en disant, bah voilà, je suis ApoE4 homozygote, vous faites quoi pour moi ? Eh ben, bon monsieur, rien. Parce que le médicament, ça marche que chez les gens qui ont la mutation PS1. Voilà. Il y aura probablement des essais pour justement voir Ouais, si ça marche dans la situation que vous évoquez là, je pense qu'elle n'est pas encore maintenant. Mais elle n'est pas encore. Elle n'est pas encore maintenant, Ça mais se fait elle peut en effet se produire dans un futur pas forcément éloigné si en 2021 les résultats sont La POE4, il y a des études, hein. On ne l'a pas en France. Mais moi je sais, non mais j'ai pris la POE4, c'est un mauvais exemple, et on va prendre des gens qui ont des troubles des fonctions cognitives, qui ont fait un traumatic test, qui auront des personnes dans la famille, alors qu'ils ne sont pas forcément E4, parce que ça a été fait chez des homozygotes. Hein. Ça va être fait chez des hétérozygotes, alors qu'ils ont un seul allèle, et ben ils vont se dire, ça y est, maintenant je peux le savoir, enfin le doute qui me taraudait par rapport à mon plan de vie, je peux le prendre sans risque, parce que maintenant j'ai une réponse à apporter à mon doute, et donc je vais pouvoir regommer ça. Il y a un courant... Qu'on passe la parole au public, parce que si vous discutez entre vous, ce que vous aurez l'occasion de faire, bien entendu, on va louper des questions qui peuvent être importantes. Marie-Claude Potier, je suis chercheur à l'Institut du cerveau et de la moelle à la Salpêtrière, et je voulais juste remettre quand même cette notion de facteur de risque avec un facteur temporel. Parce qu'en fait, dans l'étude d'Ayan, en effet, c'est des personnes qui ont un risque de 100%, alors ça dépend du type de mutation, mais qui peut être à l'âge de 40 ans, peut-être parfois 35. Pour la POE4, on peut dire qu'une personne qui a 2 allèles à POE4, le risque il est quasiment de 100% à 90 ans. Non, il n'est pas de 100%, c'est le même que le risque BRCA1 pour les femmes qui ont des cancers. À 90 ans, oui, justement à BRCA1, c'est pas... Donc il y a la notion de temps. Et c'est ça un petit peu la difficulté, c'est que il y a le facteur temps, donc on ne sait pas quelle est l'espérance de vie de la personne, etc. Donc ça, on peut à peu près gérer. Mais maintenant, si on prend aussi des facteurs de risque peut-être moins évidents dans la maladie d'Alzheimer et qui commencent à apparaître, c'est là que c'est vraiment très compliqué. Hein. Donc on sait dans la maladie d'Alzheimer aussi que les personnes porteuses de trisomie ont un risque très élevé. Il y a des vaccins aux États-Unis. Un essai en cours de vaccination. Donc, à part ces populations à risque important, pour le restant, ça va être vraiment difficile. Non, je ne sais pas ce que tu en penses. Tu t'es pas fait ton ApoE4, Philippe ? Non, absolument pas. Je ne me suis fait aucun test génétique. Je veux faire un dépistage sans qu'il n'y ait d'éléments à proposer ensuite. C'est un scandale éthique, social, c'est tout ce que vous voulez. Il ne faut pas le faire. Il faut que je réponde, je suis désolée. On a le droit de donner Il faut son que je sang pour la réponde. recherche. Allez-y. C'est pas pareil que d'avoir les résultats. Il y a un courant de militants forts qui revendiquent justement le droit d'avoir accès à la connaissance des informations génétiques qu'on a. Ça, c'est encore autre Et chose. ils défendent l'idée justement que personne, ni des médecins, ni un État, ni un gouvernement ne devrait avoir la possibilité de les empêcher de faire un test génétique par Internet pour savoir s'ils sont homozygotes à POE4. Oui, mais Catherine, moi, ce qu'ils m'ont demandé, c'est si je voulais le faire. Moi, je leur ai dit que je ne voulais pas. Je n'ai pas dit que j'interdisais aux autres de le faire. Ah, parce que j'ai entendu, il ne faut pas le faire. Non, etc. c'est-à-dire que Donc, je pensais donne un que conseil c'était personnel, pas de médecin épidémiologiste, etc., là, aux gens en leur disant, voilà, après vous faites ce que vous voulez. Alors en effet, il y a cette tendance. Il y a ce courant quand même. Il y a ce courant. Et Mais alors qui moi, est ce que je dis en complètement- général là-dessus, la première chose que vous allez savoir quand vous allez faire, faites-le. Il y a plein de gens qui le font, des gens qui viennent nous voir, qui font, etc. Faites-le si vous voulez. La première chose que vous allez savoir, c'est est-ce que votre père est bien votre père ? D'accord ? Parce que dans toutes les études génétiques, on montre que sur la planète entière, c'est vrai dans toutes les populations, il y a 6% des pères qui ne sont pas les pères de leurs enfants. Mesdames. D'accord ? Et ça, c'est une constante. Et ça, vous le saurez tout de suite. Et je pense que ça, c'est encore plus violent dans votre plan de vie que le fait de savoir que vous avez un POE4. Mais vous avez raison, mais c'est un choix
personnels à ce moment-là. Et à propos des choix personnels, je voudrais reposer une question, là, j'en profite, je l'en place une. J'ai adoré quand Florence a parlé de la déviation au protocole et de sa sensation de gêne qu'elle avait à la déviation du protocole. Alors oui, on en a tous, parce que faire une déviation au protocole, c'est faire une erreur dans notre métier, quoi. Puis on est des bons professionnels, puis on aime bien faire les essais, c'est carré, c'est clinique. Sauf que là, la déviation au protocole, elle n'est pas dépendante de toi, elle est dépendante du patient. C'est-à-dire que le patient était en vacances à ce moment-là, tu as juste décalé les éléments. Et donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est ce qui se passe dans les groupes où maintenant on a des malades dans les essais. Nous, on arrive, on dit voilà le protocole, c'est ça. Le malade, il dit moi je veux partir en vacances quand même si je rentre dans votre truc. Et à la limite, alors qu'est-ce qu'on fait? Je pense que c'est très positif. La seule chose, on l'enregistre, c'est pas pour culpabiliser le médecin, c'est parce que quand on va analyser après, s'il y a un petit biais qui apparaît, on pourra toujours ajuster sur le fait que à ce moment-là, on a une petite déviation de protocole. Mais ça n'a pas d'impact et je crois que ça, c'est typiquement l'exemple de l'entrée de la volonté des patients dans les protocoles de recherche. Excusez-moi. Christiane Gachet, France Parkinson. Alors, je vais apporter la voix des malades, des patients, des familles. Et effectivement, dans la maladie de Parkinson, on essaye aussi d'avoir souvent une anticipation. On sait qu'il y a des signes précoces qu'on connaît très bien maintenant quand même. Mais comme on n'a toujours pas de traitement qui permette de ralentir la maladie et que les traitements, la palette de traitements que nous avons actuellement est suffisamment complète pour amener un quotidien quand même confortable, c'est plutôt... Moi, je voulais défendre la liberté de chacun, de chaque personne, de choisir, de savoir ou de ne pas savoir si un jour, hypothèse, pour nous, hypothèse quand même pas tout à fait certaine non plus, parce que l'hérédité est très très faible, mais il y a des marqueurs effectivement aussi qui permettent de savoir si on va développer ou pas à un âge. Je vais rejoindre la chercheure de l'ICM, hypothétique, parce qu'on peut décéder bien avant le développement ou l'annonce de la maladie ou le diagnostic réel d'un cancer, d'une tumeur, y compris au cerveau, ou de tout autre accident de la route, n'importe quoi. Donc, souvent, dans les familles, l'hérédité, c'est à peu près 10%, hein, c'est quand même pas beaucoup, mais quand même. Là, il y a souvent une recherche un petit peu systématique. Bon. Néanmoins, les 3/4 du temps, c'est la personne malade qui se fait du souci pour ses enfants et ses petits-enfants. Et ce n'est pas tellement les enfants qui cherchent à savoir s'ils vont développer un jour ou non cette pathologie, mais c'est plutôt la personne atteinte qui se dit pourvu que je n'ai pas transmis ou qu'ils ne vont pas avoir cette pathologie. Et quand ils s'inquiètent de ça, qu'ils commencent à dire on va aller faire des tests parce que maintenant c'est assez facile de les faire et ça ne coûte pas si cher que ça, bien qu'ils ne soient pas remboursés bien sûr, je leur dis mais vous allez faire un test pour prédire que peut-être vous allez développer quelque chose dont on n'est absolument pas certain, dont on ne peut rien faire pour l'instant. Donc quel est l'intérêt de se traumatiser quand on connaît le poids du choc du diagnostic d'une pathologie neuroévolutive, j'aime bien ce mot, plutôt que des neurodégénératives, quel est l'intérêt vraiment d'aller se compliquer la vie et c'est bien d'avoir un projet de vie à long terme, mais il faut avoir la force de caractère et le suivi et éventuellement psychologique au long cours pour en faire vraiment une utilisation très performante. Alors, j'ai une deuxième petite remarque. Huntington, quand vous parlez de les personnes qui venaient, alors là aussi, quand on est volontaire et qu'on a peur d'avoir une pathologie, c'est vrai qu'à ce moment-là, c'est plutôt bon de pouvoir de dire, non, dans 70% des cas, vous disiez, dans 78% des cas de votre étude, vous disiez qu'ils n'avaient pas les signes de la maladie de Huntington, alors qu'ils venaient se faire dépister pour ça. C'est bien ça? J'ai bien compris? Non, c'est pas ça. Le test est positif, mais il ne présente absolument aucun signe clinique, puisque l'advenue de la maladie, ce sera probablement plus tard. 78% des 100% des personnes qui ont un test positif ressentent qu'elles ont des signes cliniques et pensent que les autres gens les voient. Alors, donc en réalité, ils les ressentent même s'ils ne sont pas là, mais le test est positif au long cours, en fait. Alors, c'est bien ça. D'accord. Donc, en fait, c'est plus l'angoisse l'hypothèse à peu près certaine qu'on va la développer, qui va amener des signes d'inquiétude ou peut-être des signes physiques, alors qu'en réalité, ils ne sont pas là. Alors, moi, je n'ai pas d'interprétation, je ne peux pas faire d'interprétation, parce que je pense que chaque personne est différente. Donc, il peut y avoir plein de raisons de s'imaginer qu'on a les signes alors qu'on ne les a pas.
j'ai pas mes notes, donc j'espère que je vais me rappeler ce que j'ai noté tout à l'heure. Parce que vous avez évoqué projet de vie, vous avez parlé de projet de vie. Et moi, je me demande, est-ce qu'il faut avoir la prévention pour pouvoir réaliser ces projets de vie, ou est-ce que les projets de vie ne sont pas une conséquence de notre possibilité de faire la prévention aujourd'hui? Parce que un projet de vie, c'est pas quelque chose de ficelé, ça peut changer en cours de route. C'est quelque chose qui se négocie avec des personnes qu'on rencontre. Et donc, un projet de vie, ça semble comme si c'était prédéfini, prédéterminé. Et c'est pour ça qu'on a besoin de la prévention. Est-ce que c'est peut-être pas juste la conséquence et aussi, comment dire, un impératif de la modernité? Pour eux, ça a beaucoup de valeur, ce plan de vie, et que ce plan de vie, c'est la réalisation de qui on est, de ce qu'on souhaite faire, de ses croyances, de ses valeurs, et que tout ça, c'est éminemment responsable. Maintenant, ce plan de vie, il est interprétable et constructible de multiples manières que ce soit et dans des traditions philosophiques complètement différentes. Vous pouvez imaginer que votre plan de vie, c'est de ne pas en avoir. Vous pouvez imaginer qu'il faut être à l'écoute des changements et tout le temps le modifier. Vous pouvez imaginer qu'il faut le fixer une bonne fois pour toutes et avoir la fermeté de caractère et des vertus éthiques qui vous permettent de le mener à bien. Après, vous pouvez l'interpréter de multiples manières possibles, mais il s'est trouvé que quand on réfléchissait au concept d'autonomie, cette idée que les gens ont un plan de vie, une manière de réaliser leur vie qui leur tient à cœur et qui a de la valeur, elle est apparue centrale en fait dans ce qui était souhaitable de respecter. Malheureusement, il va falloir que l'on conclue peut-être une dernière intervention. On voit la difficulté pour nous d'appréhender ces sujets. On y va par touches progressives. Et cet après-midi va être passionnante parce qu'il y aura l'apport scientifique, j'allais dire. On va voir comment nos scientifiques vont réagir. Mais ce que je voyais, moi, dans ce sujet entre progrès et protection, c'est l'inadaptation de la mentalité de la précaution, d'idéologie de la précaution, aux nécessités des avancées scientifiques qui, par nature, sont transgressives. Elles sont transgressives à tout niveau, épistémologiquement, c'est-à-dire on va de rupture dans nos acquis à des curiosités, à des champs, à des territoires absolument insoupçonnés pour lesquels on n'a pas toujours l'équipement pour. Mais ce qui me frappe, c'est le clivage qu'il y a, et de plus en plus à interroger, entre l'exigence de protection, on le voit aussi bien dans les EHPAD par exemple. Hier, quand Blandine et son mari disaient, mais Blandine, j'ai le droit aussi, si je veux me faire écraser, de me faire écraser, c'est un concerto. Alors, ça renvoie aussi à toute une forme de transposition des théories de l'autonomie de la personne. Cela étant, peut-être que ce qui était intéressant aussi chez Marc Houllier tout à l'heure, c'est de dire que on est certes individuel par rapport à la maladie, mais on est aussi collectif dans la lutte contre la maladie. C'est-à-dire qu'il faut passer aussi de sa considération individuelle par rapport à un intérêt plus général. Et c'est pour ça que j'aimerais juste, dans ce propos, reprendre finalement les positions d'une personne qui nous inspire beaucoup depuis le plan Alzheimer, qui nous disait à quel point il y a un devoir de recherche, et à mon avis, il y a un devoir de prise de risque dans la recherche. C'est-à-dire, je ne pense pas qu'on ait véritablement de choix aujourd'hui. C'est ou à renoncer d'une certaine manière à des avancées qui peuvent potentiellement être des avancées importantes face aux défis actuels. Et donc il y a un devoir, me semble-t-il, de repenser la question du risque et la question de la responsabilité. C'est-à-dire, on est dans une société dont on dit qu'elle est complexe. On est environné de risques. Et je ne vois pas au nom de quoi on ne pourrait pas, en termes de conquête, de valeur d'humanité, considérer que assumer ce risque de la recherche fait partie des défis et de la grandeur de l'humanité. C'est ce que je veux dire. C'est comme ça que je me posais ces questions. Dès lors, et j'en termine là-dessus, je pense que tout est inventé. Et que les valeurs de l'éthique aujourd'hui, c'est pour ça que j'ai eu du plaisir à vous écouter, nous aussi on travaille avec beaucoup d'intérêt ce que fait Alexandra à la Pitié-Salpêtrière avec Marcella Margargiolo qui nous nourrissent. On les a même fait venir intervenir dans une des réunions qu'on a organisées. Et on voit qu'on est très démunis d'un point de vue éthique, très démunis d'un point de vue philosophique face à de l'impensable et face peut-être à de l'impensé d'une certaine manière. Donc il y a toute une inventivité. Et c'est là la force de Distal, que d'avoir créé cette dynamique. Tout le monde peut s'y associer. Mais je pense que les concepts doivent être renouvelés
si on veut véritablement prendre la mesure de nos responsabilités? C'est une question que je pose. Je pense que le moyen, tu as raison, c'est-à-dire que le problème d'une société qui inscrit dans sa constitution le principe de précaution, à mon avis, c'est un gros problème. En revanche, inversement, si on le sort, il faut continuer à être disruptif, mais il faut avoir quand même quelques garde-fous sociaux. Et la première garde-fou, c'est la personne qui va être concernée par cette recherche. C'est ce qui s'est passé du début dans le Huntington. C'est les associations de familles qui ont levé les fonds pour trouver le premier gène à l'époque avec Gusella en 1984. Donc c'est vraiment les associations de familles qui sont à cette origine, donc les gens les plus concernés. Et alors je vous raconte pas, c'est eux qui organisaient les réunions, moi j'avais été à une ou deux, et ça rigolait pas, c'est eux qui expliquaient comment il fallait qu'on fasse. Et c'était certainement très bien, ça a permis de progresser, ça a été une des premières maladies neurodégénératives pour laquelle on a trouvé le locus génétique en question. Et moi je pense que dans la manière d'impliquer justement les personnes dans la recherche, la distinction des deux concepts de prédiction, ça amènerait à dire, mais plutôt que de présenter aux gens, voilà, il y a des risques, participer à un essai thérapeutique pour votre capital santé, ce sera super. Eh bien non, il faudrait mieux justement travailler avec eux, mais pour vous, sachant que c'est un risque, une probabilité, que peut-être vous ne développerez pas les symptômes, que c'est compliqué, quel sens ça peut avoir pour vous dans la manière dont vous vous rapportez au futur, à votre vie, etc., de participer à cette étude. Et comme l'a dit Nicole, c'est ça, si je me trompe, pardon, Florence, ça peut être quelque chose de tout à fait positif et engagé, enfin, je veux dire vraiment être porteur d'action, d'espoir, etc., pour les patients qui participent, qui ne sont pas des patients. En tout cas, c'est hyper individuel. Ça, j'insiste vraiment là-dessus, c'est qu'on ne peut absolument pas prédire, là, pour le coup, quelle sera la réaction des personnes. Enfin, pourquoi elles veulent le faire, c'est pour des raisons extrêmement différentes d'une personne à l'autre. On ne pourra pas généraliser, ça, c'est clair. Très bien, c'est individuel et pourtant... l'enjeu est collectif, parce collectif. Que effectivement c'est un problème de santé publique et plus généralement de société que de s'engager sur cette voie-là, qui va avoir des conséquences sociales, économiques très, très fortes. Bon, je crois qu'on n'a pas approfondi la question jusqu'au bout, mais comme il y a encore une session en début d'après-midi qui va traiter un petit peu du même sujet sur un autre biais, je pense qu'on pourra aller un peu plus loin. En tout cas, on voit bien que cette idée que le risque, c'est finalement peut-être pris comme un curseur éthique entre le possible et le souhaitable, et je pense que c'est une bonne façon de comprendre notre problématique. Et on voit que ce curseur, on doit le déplacer collectivement, et que ni du côté du possible, les choses sont figées. On voit que toutes les conditions ne sont pas forcément réunies, en termes de possibilité même de faire ces essais. Et au niveau du souhaitable, la discussion reste largement ouverte et pose des questions de valeur et finalement des questions de choix de vie, choix existentiels très, très lourds et très forts. Voilà, merci aux trois intervenants, merci à vous. On se retrouve à 14h10.